Bonjour les plumophiles et néanmoins amis, évidemment, ça va de soi. Très heureux toujours de vous retrouver. Et puis, sous l'œil évidemment de mon petit Père Noël, entouré de ces deux très jolies femmes. Quoi de mieux pour un Père Noël, évidemment, hein, on comprend. Alors, c'est lui qui va donc surveiller notre étude numéro 8, consacrée bien à un sujet extrêmement important, évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est le réchauffement de l'atmosphère terrestre. Alors, quand je parle de l'atmosphère, c'est pas la Terre dans son ensemble, non, on ne parle que de la très 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 mince couche atmosphérique par rapport évidemment au rayon ou au diamètre de l'astre, si vous préférez, dans laquelle nous sommes. Bon, ça, nous l'avons déjà vu dans des vidéos précédentes. Alors, vous savez que tantôt, bien, l'humanité va griller au soleil, tantôt, au contraire, les mers vont monter, vont noyer des millions de kilomètres carrés de terre émergée. Bon, alors on va essayer de regarder ça, je dirais, calmement, sachant toutefois que cette étude ne sera consacrée qu'à l'hémisphère nord. Pourquoi? Parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments pour l'hémisphère sud, et puis que l'hémisphère nord est quand même la partie de notre planète qui est la plus industrialisée, bien entendu. Ensuite, sur cette partie, eh bien c'est là que j'ai pu recueillir d'une façon certaine, c'est-à-dire à partir de sources qui ne sont pas contestables, très important, un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre bien d'essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors quand je dis un petit peu plus clair, ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une étude magistrale, etc. Non, faut rester toujours modeste devant l'éternel, hein, on est bien d'accord. Simplement, l'objectif, c'est d'apporter bien un certain nombre d'éléments voilà, qui permettent de porter un certain jugement également, mais également bien, pour les plus curieux, et j'espère que vous serez nombreux, et bien de poursuivre. Alors tout de suite, il y a une précision que je tiens à apporter. Compte tenu des choix que j'ai faits, c'est-à-dire la caméra uniquement et une discussion entre nous uniquement, ça veut dire que je vous renvoie systématiquement vers le site internet www.laplumedutemps de façon à trouver les documents correspondants à chaque vidéo, beaucoup plus étoffé, je le rappelle, avec cartes, schémas, etc. Et c'est particulièrement le cas ici, lorsque je vais vous parler de la Russie, du Burkina Faso, etc. Eh bien, il faut quand même voir un petit peu ce que ça représente. Alors, de deux façons. D'une part, en allant voir dans ces documents les cartes, mais également, pour chacun, d'imaginer un petit peu autre chose que la pièce dans laquelle on se trouve dans son appartement, dans sa maison. C'est-à-dire qu'il faut se projeter, pardon, il faut se projeter eh bien, dans les lieux dont nous parlons, bien sûr. Sinon, bien, on a un petit peu tendance à tourner dans son atmosphère, c'est le cas de le dire. Alors, donc, on va essayer de voir un petit peu notre échelle, d'essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors, les éléments utilisés sont les suivants. Les températures, relevées sous abri, bien entendu, et je vous rappelle notre brave dame qui nous disait, oh là là, sur ma terrasse, j'ai eu 45 degrés. Bon, très bien, madame, oui, mais vous étiez en plein soleil, d'une part, sur votre terrasse, assis dans votre chaise longue. Le carrelage de la terrasse est de couleur claire, et puis les murs aussi. Si vous n'avez eu que 45, c'est déjà bien, faut pas vous plaindre, ça aurait pu être encore plus. Donc simplement, à travers un petit peu cette petite ironie, eh bien, ça montre une fois de plus qu'il faut absolument savoir de quoi on parle, et dans le cas qui nous préoccupe, ce sont évidemment les températures sous abri, toujours au même endroit, et je dirais à la même hauteur par rapport au sol. La vitesse du vent, les pressions atmosphériques, les précipitations des pluies et la production
électro-hydraulique, ça c'est pour la France, on en reparlera après. Alors les températures vont être essentiellement consacrées à la Russie, les autres pour le Burkina Faso, et je vous explique pourquoi. Eh bien tout simplement la Russie, c'est que je connais un tout petit peu, essentiellement dans sa partie sud. C'est grand la Russie, hein. C'est 31 fois la France, c'est 17,2 millions de kilomètres carrés, donc c'est plus grand que la Belgique, voire avec le Luxembourg à côté, même la France, l'Allemagne, etc. D'où l'utilité de sortir un petit peu, au moins mentalement, par l'imagination, sortir un petit peu de chez soi. Voilà. 9000 km en longitude, 3000 km en latitude, et nous partons comme ça au-delà du cercle polaire. Nous nous rapprochons même de l'Arctique, c'est-à-dire le pôle Nord. Les îles de la Nouvelle-Zélande, par exemple, ne sont quand même pas si loin que ça. Et puis nous descendons jusque à la frontière de la Géorgie, c'est-à-dire vers Sotchi, dont nous allons parler, qui est un climat de type méditerranéen, plus précisément un petit peu le climat de la Corse. Bon, pas désagréable du tout, hein. Ça veut dire palmiers, cocotiers, je sais pas quoi, et plantes tropicales, des parasols au bord de la mer, bon, cité balnéaire, hein, bien sûr. La Russie représente 11,5% des terres émergées, c'est quand même énorme. C'est un pays aujourd'hui très industrialisé, et dont l'industrialisation est vraiment, c'est encore beaucoup plus accentué ces dernières décennies, et ces dernières années, bien sûr. On devine pourquoi, hein. Entre autres, bon, l'essor économique, l'essor industriel, bien sûr, ça va ensemble, mais également à cause de la guerre contre l'OTAN par Ukraine interposée. Alors, donc, j'ai estimé que la Russie était représentative, compte tenu de la surface du pays, des mers qui baignent la Russie, étaient assez représentatives de l'évolution, je pense, du climat dans l'hémisphère nord. Je n'ai pas d'éléments sur l'Angleterre, je n'ai pas d'éléments sur les USA. Bon, comme j'ai précisé tout de suite, sinon on fait une étude magistrale, il y en a pour des heures et des heures de caméra. Et puis un document qui va faire 30 cm d'épaisseur. Ça, je renvoie ça vers des études beaucoup plus importantes et vers des spécialistes, je dirais, qui consacrent une partie de leur vie à ça, ou dont c'est le métier, bien sûr. Donc là, nous ne sommes pas dans le même monde, comme je tiens à le dire. Alors, la Russie, j'ai obtenu, grâce à une amie russe, 23 relevés, que vous verrez plus en détail dans le document sur le site internet. Et donc nous allons des villes tout à fait dans le nord et tout à fait au sud. Alors, comment j'ai divisé cette étude? Eh bien, j'ai pris les températures sur les 40 dernières années. Pourquoi les 40 dernières années? Eh bien, c'est homogène avec ce que nous verrons au niveau du Burkina Faso, c'est-à-dire climat sahélien. Et puis les températures sur les 10 dernières années, c'est-à-dire 2015-2025, pour voir s'il y a une accélération. Très important, est-ce qu'il y a une accélération du réchauffement? Très important. Alors, certains relevés, alors j'en parle pas ici, mais vous les verrez dans le document, remontent à 1830. Ça fait 2 siècles, pas loin. C'est quand même très intéressant. Mais j'ignore complètement comment étaient faits ces relevés à cette époque, en 1830, sachant que la Russie commençait déjà à s'industrialiser. Il ne faut pas l'oublier, grâce aux Français, entre autres, pour le souligner. Et je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet dans une étude, ou un livre, je ne sais plus, que vous trouverez sur le site, qui s'appelle « De l'argentière à Moscou, 1901-1918 ». Et vous découvrirez beaucoup de choses, un pays qui n'était pas uniquement que la steppe ou la Sibérie, hein, bien sûr. Alors, trois villes, sur les 23, je n'ai retenu que 3 villes. Une
tout à fait au nord, qui est vers la presqu'île de Yamal, pardon. Yamal, c'est la ville de Morassal, qui est donc baignée par la mer de Kara. Et c'est presqu'île de Yamal, peut-être la connaissez-vous de nom. C'est dans cette presqu'île qui doit faire à peu près la moitié de la surface de la France, quelque chose comme ça, ou pas loin. Je crois que c'est 400 000 km² à peu près. C'est là que se fait une grande partie de l'extraction du gaz naturel. Donc c'est devenu très industrialisé depuis ces dernières décennies, bien sûr. Alors nous constatons sur une période très longue, alors je crois que là il faut remonter à plus d'un siècle, une élévation de température de 0,75 degrés. 0,75 degrés, nous sommes en dessous d'un degré, mais quand même. Hein. Et sur la période plus courte de 10 ans, de 2,69 degrés. Alors vous allez me dire, mais oui, mais alors, comment sur une période longue, mettons un siècle, ou un siècle et demi, on a 0,75 degrés, puis d'un seul coup, en 10 ans, on a 2,69. Simplement parce que faut ramener ça sur toute la période, et il y a eu, vraisemblablement, j'ai pas tous les chiffres en tête, bien sûr, des périodes plus froides. Et nous verrons que c'était le cas pour Moscou. Donc c'est une moyenne, bien entendu, mais on peut dire que sur les 10 années, eh bien, on a un réchauffement qui est quand même relativement important. Reste à savoir s'il va continuer, s'il va se stabiliser, etc. Ça, je ne le sais pas. Les décennies qui viennent nous le diront. Ensuite, Morassal, nous sommes au 70e parallèle. Si vous regardez sur une carte, vous verrez qu'on n'est pas loin du... Enfin, pas loin. Tout est relatif. Mais on n'est quand même pas très loin du pôle. Hein. Il fait pas chaud. Ensuite, une autre ville, alors à mi-hauteur, si je peux dire, ce qui ne veut rien dire, mi-hauteur sur la Terre, c'est un peu... Enfin, quand on parle des parallèles, c'est un peu stupide. Mais je dirais qu'à mi-distance, c'est Moscou. Moscou qui est au 55e parallèle. Pour mémoire, Paris est au 45e, donc il y a à peu près 1100 km de différence de latitude entre les deux. Hein. C'est très sensible, évidemment. Alors, on constate sur les relevés, en général, ils sont tous d'aéroports. Hein. Tous les relevés à partir des années 20 ou par là, c'est en général sur les aéroports, surtout aujourd'hui, bien sûr. Un refroidissement à Moscou entre 1870 et 1925. Et oui, pendant 55 ans, eh bien, la région de Moscou s'est refroidie, et en gros, 0,8 degrés à 1 degré entre les deux. C'est quand même pas négligeable. Et puis sur la période beaucoup plus longue, c'est-à-dire si on repart alors, de 1830 à 2024, eh bien on a un réchauffement de 1,67 degrés centigrades. Important. Donc on voit l'influence des courbes moyennes qui intègrent évidemment des périodes de refroidissement et des périodes de réchauffement. Et ce qui nous explique aussi qu'en période courte, eh bien à Moscou, on a c'est-à-dire entre 2015 et 2025, sur 10 ans, on a plus 2,6 degrés centigrades, ce qui est très important. Nous verrons dans notre étude suivante, c'est-à-dire la numéro 9, qui est l'analyse de ce que j'expose actuellement, que Moscou, pendant cette période sur 50 ans, un peu plus, depuis le début du XXe siècle en gros, est passé d'1 million d'habitants à 13,5 millions aujourd'hui. Plus toute une couronne fortement industrialisée autour. Donc il faut bien resituer tout ça. Et puis alors nous allons, séance tenante, n'est-ce pas? Nous nous projetons au 43e parallèle, c'est-à-dire à Sotchi. Sotchi et Adler, et puis les petites villes qui sont autour, sont des villes balnéaires, et on se souvient de Sotchi à travers évidemment les Jeux Olympiques d'hiver il y a une dizaine d'années, ce qui les a rendus célèbres Sotchi, en dehors du fait que c'est un des points de résidence du président de la Fédération de Russie. Bon. Région très agréable, c'est palmiers, donc cocotiers, etc. Et donc, mais une région
pas trop peuplé. Sochi, Adler et toute la région, de mémoire, on est en dessous de 400 000 habitants et pas beaucoup d'industrie. Ça reste très, très touristique. Alors, on note entre 1824, là on est remonté loin, et puis 2025, un refroidissement de 0,44 degrés. C'est-à-dire que la région de Sochi, ben oui, elle s'est refroidie. Et puis, en la période courte, c'est-à-dire 2015-2024, donc pour voir s'il y a une évolution rapide là, dans la décennie que nous vivons, eh bien, on a un réchauffement de plus 0,34 degrés. Alors, là, peut-être une petite explication. Il faut se rappeler que Sochi est au pied du Caucase, du Grand Caucase. Le Petit Caucase est en Turquie. La ville est située au bord de la mer Noire. La mer Noire, ben, c'est une mer tempérée, un peu comme la Méditerranée. Et puis, nous avons sur une plaine les villes, Sochi, Adler, les autres, j'ai plus les noms en tête. Et quelques kilomètres derrière, eh bien, nous commençons à voir les premiers contreforts du Caucase, du Grand Caucase. Le Grand Caucase, c'est 1200 km de long, en partant du sud de la mer Caspienne, jusqu'à peu près au niveau de Krasnodar. Krasnodar, c'est une ville d'1,1 million habitants, entre Sochi, à peu près, hein, c'est pas exactement, enfin bon, je schématise, entre Sochi et Rostov-sur-le-Don, Rostov-sur-le-Don étant au bord de la mer d'Azov, petite mer fermée, et entre les deux, on a le détroit de Kertch et le pont de Kertch. Eh bien, que se passe-t-il? Alors, déjà, le Caucase, c'est quand même assez haut, puisque le sommet le plus élevé, c'est l'Elbrus, qui est à 5640 mètres d'altitude, si je ne me trompe pas. Ça commence à faire haut, c'est plus haut que le Mont Blanc, hein, 4807. Pareil qu'il grandit, enfin je sais pas. Et puis, au niveau de Sochi, on est quand même aux alentours des 2000 mètres, voire peut-être un peu plus. Eh bien, nous retrouvons là l'une de nos études précédentes, c'est-à-dire vent de mer, vent de terre. Vent de mer dans la journée, alors pas tous les jours évidemment, mais en général. Nous avons évaporation de la mer Noire, bien sûr, qui chauffe, qui est un gros réservoir de calories. Et puis nous avons les pentes du Caucase. Donc baisse de masse volumique de l'air qui se trouve au-dessus de la mer Noire par le réchauffement. Et cet air ne va pas rester là, il va monter, il va emmener avec lui l'humidité. Et l'air va réchauffer, hein. Alors on est à l'échelle de quelques degrés, hein. C'est pas des dizaines ou des centaines de degrés, bien sûr. Et en montant le long des pentes, va se refroidir. Ce qui veut dire qu'arrivé à une certaine altitude, l'eau qui est contenue va se condenser et il va pleuvoir. Or, Sochi et sa région sont en général bien arrosés, hein. Souvent, il y a des orages le soir et des pluies qui durent comme ça dure chez nous en montagne. C'est-à-dire peut-être 1 heure, peut-être un peu plus, puis voilà. Et puis la nuit, quand le soleil s'est couché, disparu à l'horizon, nous avons le phénomène inverse, c'est-à-dire que la Terre, les pentes du Caucase qui ont chauffé au soleil, les pentes du Caucase qui sont refroidies, puisqu'il n'y a plus d'ensoleillement, on va avoir de l'air plus froid, et puis cet air plus froid, plus lourd, donc masse volumique plus importante, ne va pas rester là, et il va redescendre, donc vent de terre. Donc je suppose que compte tenu de la position géographique de Sochi et sa région, et également des endroits, des lieux où sont relevés les paramètres météo, il est possible que nous ayons effectivement des refroidissements, en plus une région qui n'est pas spécialement industrialisée. Le phénomène de Sochi, pour moi, doit pouvoir se reproduire certainement ailleurs. Ce qui veut dire qu'il faut, avant de généraliser, il faut quand même être un peu plus prudent et ne pas tout mélanger, bien entendu. Alors, néanmoins, que constatons-nous au niveau de la Russie? Quelle que soit la région, il y a quand même un réchauffement plus ou moins important.
Ah, c'est indéniable. Moins sensible dans la partie nord, mais on a un départ qui se produit vers 1915-1925, début du réchauffement, et les écarts sont plus importants en période courte. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelque part, effectivement, une accélération du réchauffement. Ensuite, nous allons nous propulser maintenant au Sahel, c'est-à-dire au Burkina Faso. Pourquoi le Burkina Faso? Plusieurs raisons. Parce que déjà, d'une part, je le connais très bien, et que je l'aime beaucoup. D'autre part, c'est un pays très accueillant. Et d'autre part, sa position géographique, en gros 1000 km de l'océan Atlantique, c'est-à-dire par rapport à la Côte d'Ivoire et ses pays côtiers, à peu près à mi-chemin entre le tropique du Cancer et l'équateur. Donc ça, c'est une position intéressante. Enfin pour l'analyse évidemment, 274 000 km², c'est un petit peu plus d'une demi-fois la France, pas loin de 20 millions d'habitants, un pays qui est peu industrialisé aujourd'hui, mais qui est en train de, je dirais, ça c'est, je le dis très librement, grâce à ces nouveaux gouvernements. Alors, quand je dis les nouveaux gouvernements, j'entends de là Niger, Burkina Faso, Mali, qui ont constitué il y a 3 ans maintenant à peu près l'AES, Alliance des États du Sahel. Donc, ce sont des gens qui sont pleins de bonnes idées, avec beaucoup de jeunesse, et 60-65% de jeunesse, et qui, je dirais, sont en train de se prendre en main. Et ça, c'est quand même, je dirais, c'est une très bonne chose aussi, hein. Et qui donc sont très inventifs, et il y a beaucoup de projets. Ça commence à démarrer. Alors, quel sera cet AES, et le Burkina en particulier, dans 10 ans? Si ça continue comme ça, je pense qu'on aura un certain nombre d'usines. Mais bon, pas forcément des grosses usines non plus, et sous réserve évidemment qu'ils aient suffisamment d'énergie électrique, ce qui reste quand même un gros problème là-bas. On aura peut-être l'occasion d'en parler parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée. Et bon, je verrai pour y répondre sans me mêler de ce qui ne me regarde pas, évidemment. Alors, donc, je vous ai à peu près décrit le Burkina Faso. Les relevés se font d'une façon évidemment très rigoureuse sur l'aéroport de Ouagadougou, qui est la capitale. 500, pas tout à fait 600 000 habitants en 1970, 3 millions 3 millions 4 aujourd'hui. C'est pas la même chose, hein. Et cet aéroport est un aéroport international avec un très gros trafic. Les relevés sont faits par ballon-sonde, sauf les relevés au sol, bien sûr, tels que la pluviométrie, et à 10h du matin, mais je crois également dans l'après-midi. Alors les ballons-sondes, compte tenu quand le ciel est très clair, ça c'est pour la petite histoire, on arrive à gonfler à l'hydrogène, bien sûr, on arrive à les voir jusqu'à peu près 7 km d'altitude, ce qui est quand même pas rien. Et ils éclatent aux alentours de 30 km à peu près. Pourquoi? Parce que l'air est beaucoup moins dense, donc dilatation des ballons, échauffement au soleil, plus ça va, plus il y a de calories qui arrivent dessus, ils finissent par éclater. Et à ce moment-là, le petit appareil électronique qui était pendu au bout d'un câble redescend au bout d'un parachute, et puis il y a toujours de bonnes âmes pour les rapporter. Mais entre deux, il a transmis tous les éléments à différentes altitudes, qui vont être absolument primordiales pour la sécurité aéronautique. C'est le propre des ballons-sondes, d'aéroports, rien d'extraordinaire là-dessus. Alors, nous allons voir la hauteur des pluies en millimètres, la valeur de l'insolation, donc du rayonnement solaire, la température sous abri en degrés centigrades, sous abri, la vitesse du vent en mètres par seconde. Ces éléments, je vous les communique sous forme de 2 périodes. Pourquoi? Parce que ces valeurs me sont arrivées en 2 fois, une période qui va de 1990 à 2007 et une période qui va de 2008 à 2023-2024. Et donc c'est pas inintéressant, ça représente évidemment 34 années quand même, hein, donc c'est pas rien.
Et c'est pour ça que j'ai choisi 40 années pour la Russie. On est à peu près homogène, avec une période finale pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors la pluviométrie. Nous sommes en première période. Première période, donc de 1990 à 2007. Ce qui représente 17 années, c'est quand même intéressant. Alors, nous avons un premier déficit de pluie, d'eau, entre 1985 et 1998, sur 2-3 années. Un second déficit entre 2000 et 2002-2003. Et là, sont pratiqués des ensemencements. Alors, des ensemencements, c'est-à-dire que à partir d'avions, on va libérer un produit qui s'appelle l'iodure d'argent. L'altitude exacte, je ne la connais pas, mais je pense qu'on doit être aux alentours de 4 à 5 000 mètres là-bas, compte tenu de la température et des caractéristiques météo. Et cette iodure d'argent a la faculté de condenser sur des noyaux d'iodure d'argent l'humidité de l'air. Cette humidité va se transformer en micro-gouttelettes en gouttelettes un peu plus grosses, et puis après en grosses gouttelettes, puis quelquefois en très très grosses gouttelettes. Problème avec l'iodure d'argent, bon, dans des pays comme le Sahel, ça va à peu près parce qu'il n'y a quand même quasiment pas de vent, pas beaucoup, sauf si ça déclenche un orage, là évidemment c'est différent, il peut y avoir des grosses rafales. Mais plusieurs autres inconvénients, on maîtrise très mal le débit de pluviométrie. Alors, on a vu ce que ça donnait dans le Golfe Persique, il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière, enfin, quelque chose comme ça. L'autre inconvénient également, c'est que ça peut ne pas tomber là où on voudrait, ça peut aussi tomber ailleurs. Et en quantité, évidemment, extrêmement importante. Troisième problème avec l'iodure d'argent, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour les voies respiratoires. À titre indicatif, du temps de l'Union soviétique, les gouvernements pratiquaient aussi l'ensemencement. Mais ils le faisaient à partir d'azote liquide et non pas d'iodure d'argent. L'azote liquide, je dirais, pas vraiment un problème. Voilà. Alors je ne sais pas si c'était très efficace ou pas, ça c'est autre chose. Alors, ça nous a donné en particulier, dans ces années-là, ou voire même en 2007, dans plusieurs pays d'Afrique. Alors, il est possible que ces ensemencements ne se soient pas limités uniquement qu'au Burkina, enfin, je ne sais pas, de très grosses inondations, et vous enverrez des photos dans le document que vous trouverez sur le site internet. Mais néanmoins, pour cette première période, jusqu'à 1990-2007, nous avons quand même un déficit annuel en eau. Je parle toujours en moyenne annuelle, pas par mois. Alors l'insolation, elle suit sensiblement la variation des pluies. On s'en serait bien douté. S'il y a des nuages, s'il pleut, le soleil, ça va pas être facile. Hein. Les températures montent suivant le déficit en pluie. Normal. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nuages, donc le soleil tape, bien sûr, et compte tenu qu'il n'y a pas beaucoup de forêt, albédo, il est ce qu'il est, hein, donc ça rayonne beaucoup. Alors la température moyenne, toujours sur cette période, est de 28,7 degrés. Alors on note quand même au niveau de la température une remarquable stabilité sur une aussi longue période. Ça bouge pas, pratiquement pas. Le régime du vent, la moyenne annuelle est de 2,10 mètres par seconde, ce qui fait 7,56 km/h. On ne va pas démarrer des éoliennes de puissance avec ça, lesquelles ne peuvent se mettre en service que vers 5 mètres secondes, c'est-à-dire 18 km/h. Abordons maintenant la seconde période qui va de 2008 à 2023-2024. Pluviométrie. Nous avons une légère augmentation moyenne de la pluviométrie. Le régime des vents est à 2,62 mètres par seconde, ce qui fait 9,43 km/h, et on note une augmentation de 0,52 mètres par seconde, ce qui nous fait 1,87 km/h. Température moyenne, on a une légère augmentation de 0,2 degrés C. Et là, je fais un petit arrêt sur image, parce que lorsqu'on discute avec les gens locaux, ils vous disent « Oh là là, il n'a jamais fait aussi chaud, etc. etc. » C'est sans doute vrai, mais là nous parlons sur des moyennes annuelles. Je ne parle pas sur des moyennes mensuelles.
il est effectivement, si je me remémore un peu l'étude que j'ai fait à travers tout ça, il y a des mois, effectivement, où ça chauffe plus. Mais il y a aussi des mois où ça chauffe beaucoup moins. Les pluies, c'est pareil. Donc il y a aussi, derrière ça, le ressenti. Ressenti personnel, mais ressenti réel aussi. Donc nous sommes bien en moyenne. Ensuite, il y a un autre élément qu'il ne faut pas perdre de vue, et là je dis ça sans arrière-pensée, c'est l'aspect médiatique. Et bien évidemment, on le voit chez nous. On a tendance à faire un petit peu à angoisser en permanence les gens, ce qui fait que le lendemain, ils sont évidemment, ils vont acheter le journal pour savoir ce qui se passe ou continuer à regarder la télé. Euh, bon, je crois que c'est peut-être pas trop la peine d'épiloguer sur le sujet, mais c'est quand même important d'en avoir conscience. La pression atmosphérique, on a une légère augmentation de 0,3 hectopascal. Bon, tout ça, dans tous ces relevés, les variations sont dans le domaine de l'erreur. Ça va pas plus loin. Hein. Les températures. Alors les températures, de 1990 à 2023, c'est-à-dire là on est sur les 34 années. Là, j'ai tout réuni. La moyenne depuis 1990 à 2023, la moyenne de chaque moyenne annuelle, eh bien, on s'est élevé de 0,1 degré C. Ce qui veut dire que là encore, on est dans le domaine de l'erreur, et qu'a priori, il ne se passe rien, quasiment pas. Sauf des épisodes momentanés, dus à des gros orages, dus à un certain nombre de choses. Voilà. La vitesse du vent, on a une élévation de 0,53 mètres par seconde, c'est-à-dire de 1,91 km/h. Bon, pas ça qui va... Alors la pluviométrie, un nouveau petit arrêt sur image, la pluviométrie en première période est de 715 mm, la moyenne des 17 années de la première période, et en seconde période, là, on passe à 1200 mm, plus 485 mm. Alors je soupçonne peut-être, mais je le dis sous réserve, un changement de matériel de mesure, c'est possible, ou un changement de méthode de mesure, je ne le crois pas beaucoup. En revanche, je pense beaucoup plus aux ensemencements, oui, parce que j'ai quand même quelques photographies des résultats, qui sont, ça va jusqu'à l'effondrement de maisons, de creusement de fondrières absolument énormes, c'est-à-dire 3 mètres de profondeur, 5 mètres de large, etc. Donc il faut voir les conséquences de tout ça. Hein. Bon. Alors, globalement, pour la pluviométrie, sur toute cette période de 34 années, la somme de moyenne annuelle divisée par 34, soit bien précis, eh bien, on voit une augmentation de la pluviométrie de 10%. C'est toujours intéressant. 10%, quand on est au Sahel, voilà. Alors toujours, pour plus de précision, eh bien, vous allez faire un petit tour sur le site. Alors la France, maintenant je me suis arrêté à la France. Pourquoi ? Non pas pour des relevés de température, on aura l'occasion d'en reparler dans l'étude numéro 9 suivante, qui sera l'analyse de cette étude-là, de cette vidéo. Je me suis intéressé à la production d'énergie électrique d'origine hydraulique. Pourquoi ? Elle est censée être l'image de l'hydraulicité, c'est-à-dire de la pluie qui tombe sur la France. En moyenne, bien sûr. Mais nous parlons de production d'énergie électrique et non pas, donc, comme je viens de le dire, du niveau des barrages ou des débits des fleuves. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour différentes raisons, l'exploitant de ces centrales hydrauliques, soit privé, soit EDF ou ses filiales, peut avoir intérêt à stocker de l'eau, pour différentes raisons, et à moins produire d'électricité, c'est-à-dire à garder de l'eau pour l'hiver ou pour l'été, pour d'autres périodes, voilà. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que l'arrivée d'un très important parc éolien et accessoirement photovoltaïque en France, qui sont en général des propriétés privées, eh bien, je dirais que la politique générale est de faire tourner le renouvelable
par rapport à l'hydraulique, et alors en plus, encore plus par rapport au nucléaire. Ça, j'ai pu m'en rendre compte en particulier au niveau de l'hydraulique privée, c'est-à-dire des petites centrales hydrauliques privées, moins de 10 MW, qui représentent quand même 10% de l'énergie hydroélectrique en France. Pas négligeable, où j'ai eu l'occasion de voir des centrales qui tournent, des petites centrales qui tournent à un tiers de leur puissance, à une demi-puissance, alors que la chute d'eau qui est à côté déborde d'eau. Bon, voilà, ça c'est un choix politique, bien sûr. Que peut-on dire pour finir tout ça? Eh bien, si on revient sur le Burkina, grande stabilité depuis 1990, pluviométrie qui augmente un peu. Toutefois, ceci ne concerne pas des décalages au sein de chaque année. Alors ça, c'est très important, je l'ai dit et je le souligne, y compris par mois, y compris par semaine. On peut avoir des semaines relativement froides et des semaines beaucoup plus chaudes que... Voilà. Inondation, ravinement, voilà. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que le Burkina est représentatif toute la zone sahélienne? Non, ça, je n'oserais pas prétendre ce genre de choses. En revanche, je ne suis pas certain que ce soit très différent entre Bamako et puis Niamey, c'est-à-dire la capitale du Mali, capitale du Niger. Je pense que ça doit à peu près se recouper, enfin me semble-t-il. Donc ce sont des régions non industrialisées pour le moment, avec une grosse circulation routière, bien sûr, et aéroportuaire. L'aéroport de Ouagadougou, il y a du monde quand même qui circule. Bon, il y a en gros peu de changements global au niveau des forêts, au niveau de tout ça. De l'albédo, je n'ai pas l'impression, hormis les agglomérations qui évidemment ont beaucoup grossi. Alors, je suis désolé, et en particulier pour mon ami Esprit Chagrin, vous savez, celui qui a un peu tendance à tout contester ou à trouver une autre solution que l'évidence même. Eh bien, au moins au niveau de cette zone, de cette région, qui est quand même plus grande que la France, je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui bouge. Nous sommes pourtant dans l'hémisphère nord, nous n'avons pas encore franchi l'équateur. Donc c'est quand même important à savoir ça. Voilà. La Russie. Donc je considère qu'elle est représentative de l'hémisphère nord, avec toute la prudence qui convient évidemment. On a une élévation moyenne, alors si je fais les moyennes des moyennes, bien sûr, entre 1880 et 1931 sur 93 années, je m'arrête à 1931, de 1,23 degrés. C'est-à-dire qu'on a pris 1,23 degrés. Maintenant, si vous divisez 1,23 degrés par le nombre d'années, ça ne représente pas grand-chose par année. On est à 0,00, voilà. Et puis, on serait à 1,88 degrés, pas loin de 2, en intégrant les 10 dernières années. Donc là, on intègre les 10 dernières années depuis 1880. Il se passe bien quelque chose quand même. Alors, soit d'origine naturelle, soit d'origine par notre activité, soit les deux. Quelle est la proportion entre les deux? Ça, je ne sais pas, et je n'oserais pas m'aventurer sur ce terrain. Durant ces 10 dernières années, toujours en Russie, les températures des régions froides ont tendance à rejoindre l'élévation des autres régions. Alors, sauf sur le sud, puisqu'on a vu que Sochi, pas grand-chose qui change. Toutes les villes citées sont aujourd'hui très industrialisées. Les 23 villes que vous trouverez dans le document, je mets le nombre d'habitants à côté, ça va de 500 000 à 1 million, 1,5 million, avec forte industrie autour, centrales thermiques. Alors les centrales thermiques sont beaucoup en diminution, au profit du nucléaire, bien sûr, il y a aussi beaucoup d'hydraulique, et puis du gaz. Alors le gaz, j'aurai l'occasion de vous en reparler, parce qu'il faut quand même se rappeler que la molécule du gaz naturel, c'est CH4. 4 hydrogènes dans l'atome pour un seul atome de carbone. On est très loin, évidemment, du gasoil, du kérosène et de tout ça, bien sûr. Donc la majorité dépasse 1 million d'habitants, bon ça je viens de le dire. Cas particulier Sochi, oui, et je vais terminer par un autre point qui me paraît quand même très intéressant, qui est ce qu'on appelle la RMN, Route Maritime du Nord, qui part en gros du nord de l'Angleterre et qui passe par au-delà du cercle polaire, au-delà
des îles russes. Donc nous sommes, alors je ne dis pas loin du pôle, mais on s'en rapproche quand même, hein. Et puis, donc, au nord de la presqu'île de Yamal, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la mer de Kara, la mer de Laptev, au nord de la Sibérie, ensuite le détroit de Bering, détruit, et on redescend, mer du Japon, etc. Et à quoi sert cette RMN? Eh bien tout simplement à un trafic maritime qui est de plus en plus important. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il permet de gagner 3 semaines de bateau. Alors quand vous avez affaire à un bateau de 200 000 tonnes, ça représente des sous, hein, 3 semaines, pour aller eh bien, au Japon, en Chine, beaucoup, en Inde, qui sont les grands centres de commerce de la Russie. Et puis ça évite également le canal de Suez. Canal de Suez, avec tous les aléas qui vont autour du canal de Suez. C'est quand même une région, entre guillemets, un petit peu chaude, hein, je parle sur le plan militaire. Alors, j'ai eu l'occasion d'écouter une conférence au sujet de cette RMN qui était faite dans un centre de commandement, qui était faite par les responsables, et qui nous disait ceci que, il disait ceci, que eh bien, cette RMN, contrairement à ce qu'on pense, elle ne dégèle pas comme on l'imaginerait. C'est-à-dire qu'elle reste prise en glace quasiment toute l'année. Alors peut-être pas au nord de l'Angleterre, mais dès qu'on aborde la Russie, et qu'on ne voit pas de conséquences du réchauffement climatique avant 2050. Alors derrière ça, on peut se dire aussi qu'il y a peut-être l'intérêt des constructeurs de brise-glace. Vous savez que la Russie, c'est la plus grosse flotte de brise-glace, et il y en a un nucléaire et un autre nucléaire en construction, je crois, capable de briser quand même 3 mètres de glace, qui est à moins je ne sais pas combien. Là où vous écoutez cette vidéo, cette étude, je suppose que le plafond est à 2,50 m, 2,40 m, rajoutez encore 50 cm, et c'est ce qui est capable de casser, de briser ces bateaux. Alors, contrairement à ce qu'on croit, ils ne rentrent pas dans la glace, ils montent dessus. Et comme ils font 50 000 tonnes ou je ne sais combien, évidemment, ça casse. Et derrière, eh bien, vous avez un chapelet de gros bateaux, de gros tankers, de gros méthaniers, etc., qui évidemment payent un péage, mais sur lequel, pour être accompagné, hein, parce que le brise-glace, c'est quand même pas gratuit, bien sûr, c'est évidemment très rentable, et pour la Russie, et pour les exploitants de ces bateaux. Et la Russie est aujourd'hui le premier constructeur et la première flotte au monde de brise-glace, de gros brise-glace. Voilà, c'était ce que je pouvais vous dire sur cette étude du numéro 8 du réchauffement climatique. Nous verrons la semaine prochaine la numéro 9 qui sera l'analyse de tout ça. Ce qui est quand même aussi évidemment fort intéressant parce que c'est toujours judicieux d'essayer de dissocier un peu les raisons, etc. Bon. Donc je vous rappelle pour le site internet, Climat7, l'atmosphère terrestre se réchauffe-t-elle? Bon. À chaque fois je le montre, celui-ci, initiation au climat, l'albédo terrestre, le rôle de la forêt, c'est vraiment très important. Et puis, eh bien, n'oubliez pas de mettre tous les pouces possibles et imaginables, n'est-ce pas? C'est la seule façon de faire remonter la chaîne. D'en parler, bien sûr, de vous abonner, bien sûr, de nous aider. Il y a Tipeee pour ça, bien sûr. Même si c'est 5 €, c'est toujours 5 €. Si vous êtes 100 à mettre 5 €, ça vaut le coup, ça fait 500 €, si je ne me trompe pas. Toujours ça, parce que derrière, il y a le matériel, il y a tout ça, il ne faut quand même pas oublier, hein. Et puis, si vous voulez sponsoriser la chaîne, il n'y a aucun problème, ou être annonceur, il n'y a aucun problème, bien sûr. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour notre étude numéro 9. Je vous souhaite évidemment de très bonnes fêtes de fin d'année. Elles seront passées lorsque vous verrez cette vidéo, parce que j'ai fait un petit break avec mon informaticien préféré. Là, on fait un petit break là, entre les deux fêtes, mais ceci étant, je vous souhaite quand même une excellente année 2026,
Ce sera sûrement pas facile pour beaucoup de gens, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais néanmoins, ça n'empêche pas de bien se porter, je crois que c'est déjà l'essentiel, et puis d'avoir des projets, enfin voilà, de vivre, je dirais, le mieux possible, pour résumer. Voilà, eh bien écoutez, à bientôt, et très heureux d'avoir pu partager encore ce moment avec vous.